Guillermo était heureux lorsqu'il a épousé Consuela. Elle a apporté un flot ininterrompu de sourire et de joie dans sa vie. Belle, gentille et compatissante, elle était un rêve, pas seulement une femme. Ils se sont aimés comme on l'écrit souvent dans les livres. Mais la vie, hélas, n'est pas une histoire écrite par un auteur. Lorsque Consuela est tombée enceinte, Guillermo a dû relever des défis. La grossesse a été difficile et sa femme a dû quitter son emploi pour ne pas nuire au bébé. Guillermo a fait de son mieux pour soutenir Consuela, et ils attendaient avec impatience l'arrivée du nouveau membre de la famille. Lui et sa femme voulaient tous deux beaucoup d'enfants et discutaient souvent du nom qu'ils leur donneraient. Mais au moment de l'accouchement, tout a basculé. L'accouchement a été très long et extrêmement difficile. Le bébé était mal positionné et les médecins ont dû aider la mère. Cependant, dès que le bébé est né, les médecins ont immédiatement porté leur attention sur sa mère. Elle souffrait d'une hémorragie interne. Tandis que Guillermo attendait nerveusement des nouvelles dans le couloir, les médecins luttaient pour la vie de sa femme bien-aimée. L'opération a duré près de 8 heures, mais à la fin, le cœur de la femme n'a pas pu résister à l'effort qui a suivi l'accouchement difficile, et Consuela est décédée. Le jour qui devait être une fête pour la famille a été assombri par la mort de l'amour de toute une vie de Guillermo. Lorsqu'ils ont montré la fille au père, un petit paquet couché dans le berceau parmi d'autres nouveau-nés vulnérables dans le service, l'homme a éclaté en sanglots. Le bébé ne savait pas encore qu'il avait perdu sa mère, et la seule personne qui lui restait était son père, qui ressentait du désespoir et une immense tristesse après avoir perdu sa femme. Alors que le bébé était encore à l'hôpital, il a été aidé non seulement par les infirmières, mais aussi par plusieurs autres mères qui ont appris le sort difficile de la petite fille. La maternité était remplie d'âmes bienveillantes qui ont pris la petite fille dans leurs bras, lui donnant ce qui lui manquait, le contact de sa mère, la chaleur de son corps et le lait dont elle avait tant besoin. Immensément reconnaissant envers ces femmes bienveillantes, Guillermo n'a pas pu se lamenter longtemps. Il devait réfléchir à ce qu'il allait faire maintenant qu'il était complètement seul avec sa fille. Il a donné au bébé le nom que Consuela voulait donner à leur fille, et celle-ci est devenue Lucida. Son employeur a compris la situation et Guillermo a obtenu un court congé pour organiser les funérailles de sa femme. Pendant les quelques jours où il s'est occupé des questions d'organisation, il a pleuré sa femme à plusieurs reprises et s'est désespéré. Cependant, à chaque fois, il se calmait en se rappelant le paquet vulnérable qui l'attendait à l'hôpital. L'enfant était une âme innocente dont il devait maintenant prendre soin, et il devait le faire ne serait-ce que pour la mémoire de sa femme décédée. Il devait se ressaisir et devenir un parent digne de leur enfant. Après l'enterrement, où Guillermo a entendu de nombreuses paroles aimables et des souhaits, l'homme est retourné au travail le cœur lourd, ne retardant pas la conversation difficile avec son patron. Antonio Torres était un homme de la vieille école, strict, sévère mais juste. C'est pourquoi, malgré la crainte que lui inspiraient de nombreux subordonnés, Guillermo respectait cet homme. Le problème, c'est qu'Antonio a froncé les sourcils en écoutant son subordonné raconter qu'il s'était retrouvé seul avec un enfant dans les bras. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je peux vous offrir une solution décente à cette situation. Habituellement, le congé de maternité est pris par les femmes pour des raisons évidentes. Mais la politique de notre entreprise n'interdit pas aux hommes de prendre un tel congé. Je ne le savais pas, admet Guillermo en toute honnêteté. Malheureusement, ces congés ne sont guère rémunérés, interrompt Antonio, surpris par l'exclamation de son subordonné. Cependant, Guillermo, je comprends aussi que si les femmes ont des maris qui peuvent les soutenir pendant cette période, vous n'avez personne. Voici donc ma proposition. Vous prenez un congé de maternité mais vous continuez à travailler à domicile. Une partie du travail peut se faire à distance, et je suis prêt à vous donner la possibilité de travailler pour que votre enfant n'ait pas faim. Antonio, tu n'as pas idée de l'aide que cela va t'apporter. Guillermo était prêt à s'agenouiller devant son patron pour le remercier. Je vous donnerai tout le temps dont vous avez besoin.
Vous êtes un travailleur assidu et fiable, et je ne voudrais pas vous perdre à cause des aléas de la vie. Et votre fille n'a rien à se reprocher, elle a besoin de manger, alors ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je discuterai de tout cela avec le service et nous organiserons les tâches de manière à ce que tout ce que vous pouvez faire à distance vous soit envoyé. Mais n'oubliez pas une chose, la petite a aussi besoin de temps et de soins. Bien sûr. Guillermo saisit la main tendue de son patron et la serre fermement. Je ne l'oublierai pas, Antonio. Le patron se contenta de hocher la tête en guise de réponse. Depuis lors, Guillermo n'apparaît plus que rarement au bureau, sauf en cas d'absolue nécessité. Heureusement, il n'assistait que très rarement aux réunions et certaines d'entre elles pouvaient se dérouler avec sa participation par téléphone ou par appel vidéo. Dès que Guillermo a sorti Lucita de la maternité, il s'est rendu compte à quel point il était difficile de s'occuper d'un nouveau-né dans ses bras. Il était tiraillé entre de nombreuses tâches, rencontrant sans cesse de nouveaux problèmes. Il n'avait jamais imaginé auparavant à quel point il était difficile de s'occuper d'enfants, et sa petite fille s'est avérée agitée. Dès qu'il essayait de la nourrir avec du lait maternisé, elle commençait à s'agiter et à le recracher. Il a donc commencé à se rendre à la laiterie tous les jours pour s'assurer que sa fille ait toujours quelque chose à manger, réservant le lait maternisé aux cas les plus extrêmes. Pendant 3 mois, il s'est adapté au fait que l'enfant demandait constamment de l'attention, combinant les soins à la petite avec le travail, ce qu'il essayait toujours de faire lorsque la fille endormie se taisait dans son berceau, bercée par son père. Ce jour-là, tout va mal. Guillermo était en retard à la cuisine du lait, et il n'y avait rien d'autre à donner à Lucita que du lait maternisé, que la petite fille n'aimait pas. Pendant plusieurs heures, l'homme a essayé de nourrir sa fille, mais elle gémissait et ne mangeait pas, capricieuse, et Guillermo luttait pour retenir ses larmes. Comment les femmes parvenaient-elles à faire tout cela? Soudain, on frappa à la porte et l'homme essuya les larmes qui lui montaient aux yeux avant d'ouvrir. Sur le seuil, les mains sur les hanches, se tient sa voisine Marilla. L'homme savait qu'elle venait d'accoucher elle aussi, et l'expression sévère du visage de la femme lui fit honte. Sa fille a dû réveiller son bébé. Guillermo, dit la femme en faisant un signe de tête à l'homme qui berçait sa fille gémissante. Marilla, je suis désolée. Lucita. La femme leva la main, lui coupant la parole, et secoua la tête. Voilà le problème, voisin. J'entends votre petite fille pleurer presque tous les jours. C'est à cause du lait maternisé. Elle ne l'aime pas. Le veuf tente de se justifier. Le regard de la femme s'éclaircit. Nous pouvons donc nous entraider. Guillermo fronça les sourcils, surpris. S'entraider? Comme tu le sais déjà, j'ai donné naissance à un fils. S'approcha Marilla en regardant la fille dans ses bras, et malheureusement, j'ai trop de lait. Je n'ai nulle part où le mettre. Verser du lait exprimé dans les égouts me brise le cœur, et votre fille a besoin de lait. Je n'accepterai pas de réponse négative. Je ne peux pas écouter votre enfant pleurer le cœur tranquille. Guillermo a failli pleurer. Bien que la femme ait parlé avec sévérité, il était immensément reconnaissant de sa gentillesse et de son offre d'aide au père célibataire qui commençait déjà à désespérer. C'est ainsi qu'a commencé l'amitié et l'assistance mutuelle entre les voisins Marilla et Guillermo. La femme a non seulement fourni à l'homme un surplus de lait, mais elle a également accueilli sa fille lorsqu'il avait besoin d'aller quelque part. En retour, l'homme a commencé à aller faire des courses pour la femme. Elle lui donnait une liste et il lui confiait sa fille pour qu'elle fasse les courses non seulement pour lui, mais aussi pour elle. Sans aucun doute, Marilla était un ange envoyé par Dieu lui-même pour aider Guillermo et, en retour, il essayait de l'aider aussi. Parfois, la femme avait besoin de se reposer et de prendre l'air, alors Guillermo emmenait les enfants et Marilla pouvait se promener sans s'inquiéter de l'absence de surveillance de l'enfant. Les mois passent, l'enfant grandit peu à peu et Guillermo commence à se rendre compte que même avec un travail à temps partiel, il manque d'argent.
Les articles pour enfants coûtent cher et les petites filles semblent grandir non pas au fil des jours, mais au fil des heures. Marilla est à nouveau venue à son secours, lui proposant de garder la petite fille s'il décidait de passer à un emploi à temps partiel au bureau. Guillermo est reconnaissant à sa voisine pour cette offre généreuse, même s'il en doute au début. Ne vous inquiétez pas, Guillermo. Lucita est un ange quand elle n'est pas obligée de boire du lait maternisé. Ce n'est pas difficile pour moi et vous pouvez être sûr qu'elle est entre de bonnes mains pendant que vous êtes au travail, a répondu Marilla à ses doutes en souriant. Et mon fils est devenu plus calme quand elle est là, comme un petit frère. C'est ainsi que commença leur collaboration. Guillermo se rendait au travail, laissant sa fille à Marilla pour la première moitié de la journée, puis il venait la chercher, continuant à travailler à la maison. Les années passent, Dante, le fils de Lucita et Marilla, entre à l'école maternelle. Guillermo et Marilla se sont arrangés pour emmener et ramener les enfants ensemble à tour de rôle. La voisine a aidé l'homme à se rapprocher de sa fille et il a progressivement appris de Marilla à tresser les cheveux de sa fille ou à lui faire des queues de cheval, à choisir des robes et des chaussures qui ont fait le bonheur de Lucita. Joaquín, le mari de Marilla, d'abord méfiant à l'égard de la relation de sa femme avec la voisine, s'est vite rendu compte que sa Marilla au grand cœur s'était simplement liée d'amitié avec le veuf pour l'aider à s'occuper de sa fille, dont l'homme ne savait presque rien. Il ne ressentait aucune jalousie, même lorsqu'ils sortaient ensemble avec les enfants au parc le week-end et qu'ils prenaient plaisir à regarder Dante et Lucita jouer ensemble comme s'ils étaient frères et sœurs. Pour Joaquín, il n'était plus surprenant de rentrer à la maison et de trouver des chaussures d'homme dans l'entrée et Guillermo et Marilla assis à la table en train de discuter autour d'une tasse de thé pendant que les enfants jouaient. Et il comprenait parfaitement que sa femme ait besoin d'un ami depuis qu'ils avaient déménagé en ville. Elle ne s'était fait d'amis avec personne et, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a passé trop de temps à préparer l'arrivée de leur premier-né. Guillermo, qui les avait tant aidés après la naissance de leur fils pendant que Joaquín était au travail, est devenu un véritable ami pour Marilla, prêt à l'aider lorsque son mari n'était pas à la maison. Avant la naissance de leur fils, Joaquín voyait souvent sa femme triste avec une pelote de laine qu'elle tricotait souvent pour se distraire de la solitude pendant que sa grossesse difficile la retenait à la maison. Et dès qu'elle offrait son aide à la voisine, elle reprenait courage et souriait plus souvent. Joaquín en est reconnaissant à Guillermo, qui avait lui-même besoin d'une interaction amicale après la mort de sa femme. Les années passèrent, les enfants grandirent et devinrent des amis si proches, comme un frère et une sœur, qu'ils ne cessèrent pas d'être amis, même lorsqu'ils entrèrent à l'école, et même dans la même classe. Enfin, Guillermo a repris le travail comme avant, à temps plein. De plus, un accord avec les voisins lui a permis de reprendre son passe-temps abandonné depuis longtemps. Guillermo a récupéré les cannes à pêche et les boîtes à pêche presque oubliées que Consuela lui avait données et a commencé à aller pêcher de temps en temps. Ces journées passées dans le silence et la tranquillité ont aidé Guillermo à retrouver son équilibre mental. Il s'est rendu compte de l'incroyable chance qu'il avait dans la vie. Bien qu'un cruel coup du sort lui ait enlevé sa femme bien-aimée le même jour, il a gagné une fille qu'il aime de tout son cœur. Chaque jour qui passe, il voit sa femme se refléter un peu plus dans Lucida. La jeune fille devint belle et son père réalisa avec amertume ce que cela pourrait signifier à l'avenir. Il avait raison. À 12 ans, Lucida a atteint l'adolescence, apportant dans leur vie une nouvelle dose de chaos que Guillermo redoutait. Le fossé entre le père et la fille s'est creusé et il redoute que sa petite fille commence bientôt à attirer l'attention des garçons qui ne manqueraient pas de remarquer une telle beauté avec ses épais cheveux ondulés de la couleur des ailes de corbeau et ses grands yeux bruns sur son visage délicat. Marilla aidait Guillermo autant qu'elle le pouvait, mais Guillermo devait faire face aux brusques sautes d'humeur de sa fille et à ses nouveaux caprices. Un matin, à peine réveillé, Guillermo préparait le petit déjeuner en se demandant s'il devait envoyer Lucida à l'école le ventre plein avant d'aller lui-même travailler. Mais un cri soudain provenant de la chambre de sa fille le remplit d'horreur, comme s'il avait été frappé par une décharge électrique. Se précipitant vers sa fille,
Craignant que quelque chose d'irréversible ne se soit produit, il fait irruption dans la chambre et trouve Lucida en train de déchirer les draps du lit, sanglotant de manière incontrôlable. L'homme paniqué remarque une tache de sang sur le drap et le pullover noué autour des hanches de la jeune fille. Lucida, que s'est-il passé? Guillermo attrapa sa fille et la serra dans ses bras. Elle pleurait, tremblait dans ses bras, incapable de se calmer suffisamment pour dire à son père ce qui s'était passé. Il ne lui demanda pas de détails, se doutant déjà de ce qui s'était passé. Il essaya également de se calmer, car si ses soupçons étaient exacts, il allait avoir une conversation très difficile avec sa fille. Tout en réconfortant Lucida, il réussit à envoyer un message à l'école de la jeune fille et à son lieu de travail, les informant qu'ils seraient probablement tous deux en retard pour commencer la journée. Il a également envoyé un message à Mariela, sans en préciser les raisons, se contentant d'indiquer que Lucida n'allait pas bien. Finalement, la jeune fille a cessé de pleurer et Guillermo a entendu sa voix tremblante. « Papa, je crois que je suis en train de mourir, » sanglote Lucida. « Ma chérie, je suis sûre que ce n'est pas le cas, » répond son père en lui tapotant l'épaule. « Mais je saigne et je ne peux pas l'arrêter. » Le cœur lourd, l'homme tente d'expliquer à sa fille que tout ce qui lui arrive est normal pour une femme. Il essaya de lui dire tout ce qu'il savait, se rappelant ce qu'on lui avait enseigné en cours de biologie à l'école sur l'anatomie humaine et ce qu'il avait appris en vivant avec Consuela. Lucida l'écouta attentivement, bien qu'elle pût lire l'embarras sur son visage, il était gêné de parler de tout cela avec elle. « Je suis sûre que tante Mariela peut en dire plus sur ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. »« Je suis désolé, » conclut Guillermo. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que Mariela est apparue à la porte de l'appartement. La femme, qui a envoyé son fils à l'école, est immédiatement venue aider sa voisine à soigner la maladie de Lucida. « Tante Mariela !» La petite fille se précipita vers la femme, la serra dans ses bras et fondit en larmes. Mariela tapote doucement le dos de la fillette et croise le regard de Guillermo qui soupire. « Mariela, s'il te plaît, aide-moi encore. Lucida a commencé à avoir ses règles. Je lui ai dit tout ce que je savais, mais tu sais. » Le visage de Mariela s'illumina d'un large sourire, elle commençait déjà à craindre que quelque chose de grave ne se soit produit, mais voilà qu'une telle nouvelle arrive. « Oh, ma chérie, » dit la femme en se penchant vers la jeune fille et en essuyant ses larmes. « Viens avec moi aujourd'hui. Ce sera ta journée, pas d'école, pas de soucis. Je t'aiderai pour tout ce dont tu as besoin. » Guillermo regarda l'homme et acquiesça, reconnaissant que sa voisine soit une femme aussi gentille et attentionnée. Pour un père célibataire, c'était vraiment un coup de chance. Lucida. Ne t'inquiète pas pour l'école aujourd'hui, dit-il à sa fille. Je les appellerai pour leur dire que tu ne viendras pas, Mariela t'aidera pour tout le reste. Bien que Guillermo ait géré cette journée avec dignité, le fossé entre lui et sa fille s'est creusé au fil du temps. Le père s'est battu, essayant d'élever une adolescente. Lucida a commencé à se transformer en une belle jeune femme et l'homme a commencé à regarder avec méfiance ses jupes de plus en plus courtes et son maquillage de plus en plus léger. Heureusement, Mariela a continué à aider l'homme, emmenant souvent la jeune fille avec elle lorsqu'elle allait acheter des vêtements et des produits de beauté. Elle apprend même à Lucida à se maquiller pour que son maquillage ne soit ni vulgaire ni trop provoquant. C'est justement le manque de connaissances en la matière qui fait de Guillermo un ennemi aux yeux de l'adolescente. Les conflits commencent et tout ce que dit son père est mal perçu par Lucida, qui claque souvent la porte de sa chambre. Lorsque Lucida atteint l'âge de 16 ans, les conflits atteignent leur paroxysme. La jeune fille criait souvent après son père, faisait des crises de colère et essayait de plus en plus de se comporter comme une adulte et d'être indépendante. Guillermo se souvient de la petite fille potelée qu'il avait l'habitude de gâter lorsqu'elle était petite, et il éprouve un sentiment de désespoir rampant. Lucida grandissait et n'était plus la petite fille qui lui demandait de lui tresser les cheveux et de l'aider à choisir une robe et des chaussures pour le premier jour d'école.
Suivant les conseils de Mariella, Guillermo recula un peu, cessant d'essayer de lui imposer sa compagnie. Cela n'a pas changé grand-chose, mais Lucida a moins crié après son père et il a vu cela comme un bon signe. Les week-ends, l'homme continue d'aller à la pêche, ce qui lui permet de s'aérer l'esprit et de reprendre des forces en vue de la nouvelle semaine de travail et des différends qui se profilent avec sa fille. Cependant, bien que Guillermo commence à donner un peu de liberté à sa fille, celle-ci s'éloigne de plus en plus de lui, jusqu'au jour où il rentre chez lui et trouve l'appartement complètement vide. La chambre de Lucida était vide, tout comme son sac à dos, alors que ses livres et ses cahiers étaient éparpillés sur son bureau. Lucida ne répondait pas aux appels, les messages n'étaient pas lus. Au matin, Guillermo, inquiet, a découvert que le téléphone de sa fille était éteint. Nerveux, il s'est rendu au travail sans dormir, passant toute la journée dans un état d'hébétude. Tendant constamment la main vers son téléphone et essayant d'appeler sa fille, Guillermo est de plus en plus inquiet. Et s'il s'était passé quelque chose? Dès qu'il a terminé son travail, il rentre chez lui, ne retrouvant pas Lucida, décide de ne pas perdre de temps et se rend au commissariat. Les agents de police l'ont écouté mais ont rempli les papiers à contre-séure, disant que sa fille était probablement sortie avec des amis et que son téléphone était tombé en panne. En écoutant toutes ces excuses, Guillermo s'est rendu compte avec horreur que les agents ne voyaient pas du tout le problème. Sa fille, son unique fille, avait disparu et il n'avait même pas l'intention de la rechercher. À partir de ce jour, sa vie est devenue une sorte de cauchemar. Il se réveillait, prenait son téléphone et essayait de joindre sa fille, mais son téléphone était toujours éteint et le renvoyait sur la messagerie vocale. Il partait travailler, espérant toujours qu'en rentrant à la maison, il trouverait Lucida dans une chambre tout aussi désobéissante et capricieuse, en voulant à son père de lui parler. Il retournait dans l'appartement vide, désormais inconfortable. Il appelait le poste de police pour demander si on avait retrouvé sa fille. Mais en vain. Le premier week-end après la disparition de Lucida, pour la première fois depuis longtemps, il n'alla pas à la pêche et passa ses journées seul, fondant parfois en larmes, s'apaisant parfois en pensant que Lucida pouvait réapparaître d'un moment à l'autre. Le deuxième week-end devint si insupportable que le dimanche, il prit son matériel et alla pêcher, juste pour se distraire des pensées sombres qui tourbillonnaient dans sa tête. « Je reviendrai et Lucida sera à la maison », murmura-t-il comme une prière en s'asseyant sur la rive de l'étang. Mais à son retour, il n'a toujours pas retrouvé sa fille. Il a donc pris congé de son travail et est retourné au poste de police. Cette fois, il n'est pas seulement nerveux, il est furieux. À coups de cris et de supplications, il force les agents à l'écouter à nouveau. Il a tout raconté, encore et encore, d'abord au sergent de bureau, puis à un autre officier. Ce dernier s'avère plus réfléchi et prend Guillermo au sérieux. C'est à ce moment-là que le dossier de la disparition de Lucida a enfin été ouvert. Guillermo est resté au commissariat pendant des heures à décrire sa fille, ce qu'elle pouvait porter, les amis vers lesquels elle pouvait se tourner. Il n'est parti que le soir, épuisé et vidé, mais avec l'assurance que la police allait vraiment rechercher sa fille. Une autre semaine passa sans nouvelles, puis une autre et encore une autre. Mais Lucida n'avait toujours pas été retrouvée. Guillermo désespérait de retrouver sa fille, mais il continuait d'appeler la police pour s'enquérir des progrès accomplis. Au début, il le faisait chaque semaine, puis les appels se sont espacés, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et ainsi de suite pendant 2 ans. Pendant cette période, Guillermo a perdu du poids, a maigri et a vieilli, les inquiétudes concernant la disparition de sa fille ont fait des ravages. S'il n'y avait pas eu Marilla et Dante, qui lui rendaient régulièrement visite le soir, il aurait peut-être abandonné. Mais ses gentils voisins l'ont aidé à tenir bon et ont veillé à ce qu'il ne souffre pas de la faim. Tu verras, Guillermo, lui disait toujours Marilla. Lucida reviendra et tu pourras à nouveau deviner comment plaire à ce petit diable. Guillermo s'efforçait de sourire, même s'il ne croyait plus vraiment que sa fille serait retrouvée.
Mais l'espoir avec lequel Dante et sa mère en parlaient entretenait en lui une petite flamme de croyance qu'un jour il reviendrait à la maison et que Lucida serait là, adulte, plus sage, toujours aussi aimée qu'elle l'était auparavant malgré tous ses caprices et ses disputes. Ce samedi-là, Guillermo s'installa au bord d'un grand étang qui avait toujours tenu une place particulière dans son cœur. C'était le même étang où il avait l'habitude de pique-niquer avec Consuela lorsque sa femme était encore en vie. Et même s'il se rendait régulièrement sur la tombe de Consuela, c'est à cet endroit qu'il ressentait un lien particulier avec sa défunte épouse. La pêche ne se passe pas bien, Guillermo ne cesse de penser à sa fille disparue et cela le distrait constamment de l'observation du flotteur. Finalement, il a abandonné sa canne à pêche et s'est assis sur la berge, réfléchissant à ce qui avait pu arriver à sa fille et priant Dieu de retrouver Lucida. Même après une si longue période, il croyait encore que sa fille lui reviendrait. Il n'a pas tout de suite entendu le bruit qui venait de quelque part, mais lorsqu'il s'est finalement retourné, il a remarqué un très jeune garçon qui se débattait dans l'eau. Le garçon ne criait pas, il essayait de toutes ses forces de rester au-dessus de la surface de l'eau, mais la panique sur son visage était suffisamment évidente pour que Guillermo comprenne immédiatement qu'il était en train de se noyer. Sans hésiter, l'homme se précipite dans l'étang. Guillermo n'eut aucun mal à atteindre le garçon. Cependant, il lui fallut un certain effort pour attraper l'enfant paniqué, il se débattait et résistait, comme s'il ne comprenait pas que quelqu'un essayait de le sauver. Mais finalement, l'homme a tiré l'enfant sur le rivage, où il a constaté que, malgré l'eau qu'il avait avalée, il allait relativement bien. L'enfant effrayé, âgé d'accent grave peine 11 ans, a lutté pendant un long moment pour reprendre son souffle et son sang-froid. Alors que Guillermo réconfortait le garçon, il remarqua soudain un pendentif autour du cou de l'enfant, ce qui le choqua. Il regarda le simple pendentif en argent en forme de petite pointe de flèche et n'en crut pas ses yeux. C'était le pendentif qu'il avait commandé au bijoutier pour sa fille. Guillermo était certain qu'il s'agissait de la parure de Lucida. Il avait passé des heures avec le bijoutier à créer un motif unique sur les facettes de cette pointe de flèche. Bien que le pendentif semble simple, les motifs sont indéniables. Dans les lignes apparemment ondulées se cachaient des oiseaux et des feuilles, créant un motif rappelant l'acier de Damas. « Quel est ton nom, mon garçon ?» Guillermo trouve enfin sa voix. « Javier », répondit le garçon avec hésitation. « Magnifique pendentif. »« Où l'as-tu eu ?»« Papa me l'a donné. » Guillermo voulait en savoir plus, mais à ce moment-là, un groupe de garçons s'approcha, dirigé par un garçon plus âgé, apparemment le frère aîné de l'un des vauriens. Ils entourèrent Javier, lui demandant s'il allait bien, et l'aîné se tourna vers Guillermo. L'aîné se tourna vers Guillermo et lui dit « Merci. Nous l'avions perdu de vue et vous étiez là au bon moment. »« Oh, ce n'est rien. Je pêchais sur le rivage et j'ai vu l'enfant qui se noyait. Quel genre de personne serais-je si je le laissais se noyer ?» Guillermo balait la question d'un revers de main, regrettant de ne pas avoir pu s'enquérir davantage du garçon sauvé et du pendentif. Les adolescents remercièrent longuement l'homme, et lorsqu'ils partirent, guidé par le frère aîné de l'un d'entre eux, le pêcheur resta longtemps assis sur le rivage, à réfléchir. Il ne pouvait pas se tromper. Le pendentif appartenait sans aucun doute à Lucida, peut-être l'avait-elle perdu ou vendu pour gagner de l'argent afin d'acheter un billet quelque part. Guillermo ne savait que faire de ces conjectures. Plongé dans ses pensées, il rentra chez lui. Les voisins qui lui rendirent visite le trouvèrent dans un état si sombre qu'ils cherchèrent à savoir ce qui s'était passé, pourquoi Guillermo était si abattu. La police avait-elle enfin retrouvé Lucida et les nouvelles n'étaient-elles pas réjouissantes? Mais Guillermo restait silencieux, perdu dans ses pensées, et Marilla et Dante partirent sans le déranger. Le soir du lendemain, l'homme décida de rendre visite à son amie, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, il vit qu'elle était nerveuse. « Marilla, qu'est-ce qui ne va pas ?» Guillermo a immédiatement oublié la raison de sa visite. « C'est mon mari, il s'est passé quelque chose au travail,
mais je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé. Entre, il pourra peut-être te dire ce qui le tracasse, il n'est pas lui-même, l'invité la femme. Déjà à la table de la cuisine, Guillermo accepta avec reconnaissance une tasse de café frais et vit le mari de Marilla assis, perdu dans ses pensées. Tu sais que notre patron, le propriétaire de l'usine, cherche quelqu'un? Juan prend la parole, l'air perplexe. Guillermo fronce les sourcils, qui cherche qui? On dit que quelqu'un a sauvé son fils de la noyade dans un étang. Des pêcheurs apparemment, dit l'homme en haussant les épaules. Et maintenant, mon patron veut que tout notre département trouve ce sauveur. Il veut probablement le récompenser, je ne sais pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont l'orateur racontait tout cela qui ne plaisait pas à Guillermo. Il semblait qu'une telle nouvelle aurait dû intéresser l'homme, mais pour une raison ou une autre. Il était tendu et parlait à contre-séhure. Guillermo savait que Joaquín travaillait à l'usine depuis des années et il comprenait que ses supérieurs pourraient facilement accorder une prime à celui qui trouverait le sauveteur. Était-ce la raison pour laquelle Joaquín était si tendu? Chérie, pourquoi es-tu si déprimée? Marilla, sa femme, tente de le soutenir. Écoute Joaquín. Je ne sais pas pourquoi tu es si triste, mais je suis venue m'excuser auprès de Marilla et de Dante pour la journée d'hier. Quand ils sont venus me voir, je n'étais pas d'humeur et tout ça parce que la veille, j'ai sauvé un garçon de l'étang en pêchant. Ça m'a tellement perturbé que... Attendez. Joaquín regarde son voisin. Tu veux dire que tu as sauvé le garçon? Oui, je me suis trouvé au bon endroit au bon moment. Joaquín saisit son téléphone et tapa à la hâte un très long message à quelqu'un. Ce n'est qu'une fois le message envoyé qu'il se détendit. Voilà le truc, voisin. Il expire. Je sais que pour toi, ce n'est probablement rien, mais... Le téléphone de Joaquín émet une notification et il lit le message reçu. Son visage s'illumina d'un sourire. Guillermo, mon ami, le directeur de l'usine veut te voir personnellement pour te remercier d'avoir sauvé son fils. Guillermo a réfléchi, mais il s'est rendu compte que rencontrer le père du garçon sauvé pourrait lui apporter des réponses à certaines questions. Il n'a donc pas résisté et a donné à Joaquín la permission d'organiser la rencontre, ce dont Joaquín s'est réjoui. De toute évidence, il attendait une récompense pour avoir trouvé le sauveteur. Quelques jours plus tard, Guillermo arriva à l'adresse que Joaquín lui avait indiquée et fut surpris de voir une grande demeure luxueuse où il fut immédiatement autorisé à entrer. En garant sa voiture, il est resté un moment à regarder le manoir, ne sachant que penser. Bien que Javier, le père de l'enfant, l'ait invité. Guillermo a le cœur lourd. Il se posait toujours les mêmes questions que le jour où il avait sauvé l'enfant de l'étang et vu autour de son cou le médaillon qu'il avait déjà vu sur sa fille. Dès que les portes s'ouvrirent, Guillermo vit un homme grand et imposant qui souriait largement à son invité. C'est donc vous qui avez sauvé mon fils. Une poignée de mains fermes s'est transformée en un instant en une accolade. Décontenancé par ce qui se passe, Guillermo ne résiste pas, comprenant parfaitement que les parents du garçon ne peuvent contenir leur joie de voir enfin le sauveur de leur progéniture. Oh, allez, tente Guillermo pour détourner l'attention. Non, 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 tu es un héros, du moins à mes yeux. Javier m'a tout raconté, vous avez sauvé mon fils. Cela représente beaucoup pour moi. Entrez, entrez. Prenons un verre et célébrons le fait qu'il y a encore des gens honnêtes dans le monde. Guillermo fut pratiquement tiré à l'intérieur et on lui tendit presque immédiatement un verre de boisson parfumée et chère. L'homme n'a pas tourné autour du pot longtemps, se crispant légèrement, a demandé. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le magnifique médaillon autour du cou du garçon. Où l'a-t-il trouvé? Le changement d'attitude du propriétaire de l'usine ne plaisait pas à Guillermo. Il sembla se crisper presque instantanément, comme s'il devenait nerveux, et secoua la tête. Le médaillon? Je crois que je l'ai trouvé quelque part dans un marché aux puces quand je faisais des courses.
Peut-être que tu peux te rappeler où exactement. Écoute, héros, oublie le médaillon. Nous fêtons le sauvetage de mon fils. L'homme tente de changer de sujet. Nous devrions remercier le Seigneur d'avoir été là, sur le rivage, au bon moment et au bon endroit. Oui, c'est vrai, c'est juste que... Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce bibelot? Le changement brusque de ton en un ton plus colérique révéla que le propriétaire de l'usine essayait de cacher quelque chose. Guillermo soupira, mit de côté son verre et secoua la tête, réalisant qu'il ne pourrait pas découvrir tout ce qu'il désirait. Quelque chose ne tournait pas rond, et il n'aimait pas du tout se trouver dans ce manoir. « Je ne vous ferai pas perdre votre temps », dit Guillermo en se retournant et en s'éloignant. Le propriétaire du manoir cria quelque chose après lui, essayant de le rappeler, mais Guillermo n'écouta pas, quittant l'endroit opulent mais inhospitalier où il avait espéré trouver des réponses à ses questions, pour se heurter aux soupçons et au comportement étrange de l'hôte. Déçu par le temps perdu, Guillermo avait presque atteint sa voiture lorsque le garçon qui l'avait sauvé le rattrapa. « Monsieur » l'appela le garçon en s'approchant. « Monsieur, attendez s'il vous plaît. » Guillermo soupira mais se tourna vers l'enfant, forçant un sourire. « Bonjour Javier, comment vas-tu? Tu te sens mieux? » « Bonjour. » Le garçon jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et baissa la voix, comme s'il craignait d'être entendu. « Il faut que je te parle. » L'homme fronce les sourcils, voyant le sérieux et la détermination dans les yeux du garçon. Lorsque l'enfant lui fait signe de se pencher plus près, Guillermo ne s'y oppose pas. Mais lorsque l'enfant se mit à chuchoter, l'homme faillit chanceler. Le garçon lui dit que son père bien-aimé n'était pas du tout une bonne personne. Javier raconta à l'homme qu'il y avait beaucoup de gens dans l'usine de son père qui y travaillaient contre leur gré. Le garçon les avait vus émaciés, misérables, vivant au même endroit dans les hangars et dans des conditions horribles. Au début, c'était difficile à croire, mais le garçon parlait si vite, de façon si cohérente et avec tant de détails que Guillermo ne pouvait pas douter que l'enfant disait sans aucun doute la vérité. Lorsque Javier eut terminé son récit, il regarda Guillermo avec espoir. « J'aime mon père de tout mon cœur, mais je ne peux plus garder ce secret. Ces gens, ils ont des familles, des proches, et ce pendentif. » Le garçon souleva un bibelot. « Papa me l'a donné après avoir visité l'usine. Tu le connais, n'est-ce pas? » « Oui. » Guillermo souffle, parvenant à peine à contrôler sa voix. « Je le connais. » « Alors, tu connais quelqu'un parmi ces pauvres âmes? » Guillermo blanchit en direction du manoir, les pensées tourbillonnantes. « Voilà, Javier, tu veux aider ces gens que ton père garde à l'usine, n'est-ce pas? » « Oui, » acquiesça le garçon. « Alors retrouve-moi demain à midi près du commissariat. » Guillermo voit le garçon hocher à nouveau la tête. « Tu promets? » « Je te le promets. » Javier tenta d'enlever le pendentif et de le donner à Guillermo, mais celui-ci secoua la tête. « Tu me le donneras quand nous aurons retrouvé ma fille, d'accord? » Le garçon serra le pendentif contre sa poitrine et acquiesça. « Je vous aiderai à la retrouver, monsieur. Je vous le promets. » En quittant le manoir, Guillermo ressentit un véritable espoir pour la première fois depuis longtemps. Les paroles du garçon ne l'avaient pas seulement horrifié, mais elles avaient aussi permis à son cœur de se réchauffer, de ressentir la soif de savoir si sa fille se trouvait vraiment dans cette usine. Le lendemain, il attend avec impatience Javier aux portes du commissariat. Bien qu'il n'ait pas attendu longtemps, il a commencé à s'inquiéter et à douter. Et si le garçon avait peur et ne venait pas? Mais, contrairement à tous ses doutes, il vit soudain l'enfant à bicyclette foncer droit sur lui, avec la même expression de confiance et de sérénité sur le visage. Sans perdre de temps, ils sont entrés tous les deux dans le commissariat et Guillermo a demandé à voir l'officier en charge du dossier de sa fille disparue. Ils ont dû attendre près d'1 heure et lorsqu'ils ont finalement été conduits dans un bureau séparé,
Guillermo a vu un officier de police fatigué qui ne voulait manifestement pas faire face à un autre parent désespéré pour l'informer que l'affaire n'avait pas progressé. Cependant, cette fois-ci, la conversation avec l'officier de police a pris une tournure différente. Guillermo a raconté au policier tout ce qu'il avait appris de Javier sur la façon dont le père du garçon gardait les gens enfermés et les forçait à travailler dans des conditions inhumaines. Le policier l'écoute d'un air sceptique, comme s'il ne croyait pas un seul mot, mais Javier s'avance et sort un pendentif de son col. « Écoutez, je tiens ce pendentif de mon père, qui me l'a donné après avoir visité son lieu de travail. J'ai tout vu de mes propres yeux. » Le policier fronce les sourcils et examine le pendentif montré par l'enfant. « Regardez les photos de ma fille que je vous ai données, c'est le même pendentif, je l'ai fait faire sur mesure, il n'y en a pas d'autre comme lui, confirme Guillermo. Le policier sort le dossier de sa fille et trouve plusieurs photos fournies par le père de la fillette au début de l'enquête. Sur toutes ces photos, Lucida souriait et le pendentif qui brillait à son cou était sans aucun doute le même que celui que Javier portait en ce moment. Le policier se crispe, réfléchit un long moment, puis redevient sérieux et calme. « Je vois, » dit-il en expirant. « Javier, raconte-moi à nouveau ce que tu as vu exactement dans l'usine de ton père. » Le garçon comprit qu'on le croyait enfin, sans hésiter, il raconta tout ce qu'il savait. Il se souvint de la boîte de documents qu'il avait vue dans l'un des bureaux lorsqu'il avait accompagné son père dans l'usine, des ouvriers épuisés qui semblaient fatigués et malades du travail et de tout le reste, y compris les matelas sales qu'il avait remarqués à peine cachés derrière la porte entr'ouverte de l'une des salles de service. L'officier écouta le garçon noter quelque chose dans son bloc-notes et lorsqu'il eut fini de poser des questions, il posa son stylo et regarda Guillermo dans les yeux. « Nous avons beaucoup à faire. Je vous contacterai, mais ne vous inquiétez pas, si votre fille est là, nous la ferons sortir, » rassure le policier. « Mais pour l'instant, je dois m'occuper de tous les papiers nécessaires pour que mes collègues puissent entrer dans l'usine. » La police a agi rapidement. Un mandat de perquisition a été obtenu en un temps record, et la descente qui a suivi dans l'usine a pris au dépourvu tous ceux qui y travaillaient. Tous ceux qui avaient aidé le père de Javier à détenir illégalement des travailleurs ont été arrêtés, y compris Joaquín, qui était également au courant de ce qui se passait. Les documents et les effets personnels confisqués aux travailleurs ont été découverts, de même que les chambres où ils étaient détenus et les victimes elles-mêmes, qui étaient tellement épuisées et malades que la plupart d'entre elles ont dû être transportées en ambulance. L'affaire a fait la une des journaux. Les victimes du propriétaire de l'usine étaient des femmes et des hommes de tous âges, des habitants de la région portés disparus et des nouveaux venus d'autres villes et districts. Parmi eux, Lucita, qui avait disparu il y a 2 ans, en s'enfuyant bêtement et audacieusement de chez elle pour échapper à son père qui s'occupait d'elle. Alors que les victimes étaient soignées pour des blessures horribles aux mains dues au travail constant sur les machines et aux coups reçus pendant leur captivité, la police les a progressivement interrogées. Les témoignages des victimes, combinés à toutes les preuves trouvées dans les locaux de l'usine, ont été suffisants pour que le tribunal condamne le propriétaire et ses complices à plusieurs années de prison. Après l'incarcération de son père, Javier est resté avec sa mère, une femme qui soupçonnait depuis longtemps son mari d'être impliqué dans des affaires louches et qui a reconnu honnêtement devant le tribunal tout ce qu'elle soupçonnait. Lorsque son mari a été emprisonné, elle n'a pas hésité à demander le divorce, car elle ne voulait plus rien avoir à faire avec un homme qui avait recours à l'esclavage. L'argent qu'elle a reçu après le divorce, elle ne l'a pas dépensé, alors qu'il aurait pu suffire à sa vie et à celle de son fils jusqu'à la fin de leurs jours. Déménageant dans une autre ville, elle inscrit Javier dans une école privée et fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'enfant ne devienne jamais comme son père. Pendant ce temps, Guillermo retrouvait sa fille, se réjouissait chaque fois qu'il lui rendait visite à l'hôpital, bien qu'elle ait subi, comme les autres victimes, un long traitement, elle continuait à pleurer chaque fois que son père entrait dans sa chambre. « Pardonne-moi, papa, pardonne », lui dit Guillermo pour la 100e fois. « J'ai été tellement bête. » L'homme serra sa fille dans ses bras et lui caressa l'épaule,
se réjouissant déjà d'avoir enfin réussi à retrouver Lucita après 2 ans. Il avait fallu plusieurs semaines à la jeune fille pour se remettre des horribles années passées à l'usine, et bien qu'elle ait eu l'habitude de crier après son père en refusant de l'écouter, elle se rapprochait maintenant de lui et pleurait des larmes de bonheur à chaque fois qu'il la prenait dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, papa » lui chuchote-t-elle. « Et tu m'as manqué, ma fille. »« Tu m'as beaucoup manqué » répondit Guillermo. « Pardonne-moi. Pour m'être enfui, pour t'avoir crié dessus, pour avoir pensé que vivre avec toi était un enfer. J'avais tellement tort. Chut, tout va bien maintenant. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Ne pleure pas. » Guillermo ne savait pas comment réconforter sa fille, mais il se souvint qu'il l'emmenait à l'étang où il avait l'habitude de pêcher, même après sa disparition. « Viens, allons pêcher ensemble ou pique-niquer au bord de ce même étang où nous nous promenions, celui où tu parlais toujours de maman. » L'homme acquiesce en souriant. « Oui, celui où nous avions l'habitude de pique-niquer avec elle. Allons pique-niquer. » La jeune fille acquiesce, essuyant les larmes de ses yeux. Lorsque Lucida sortit de l'hôpital, elle fut accueillie non seulement par son père, mais aussi par Marilla et son fils Dante. Tous deux étaient heureux de voir la jeune fille revenir. Ce jour-là, ils ont tous fait la fête comme s'ils formaient une grande famille heureuse. L'histoire aurait pu se terminer par ces retrouvailles, mais la vie a continué. 1 an plus tard, Guillermo et Marilla n'ont pas pu résister à l'idée que leur amitié était bien plus forte qu'ils ne le pensaient. La femme a divorcé de son mari, qui s'est retrouvé en prison, accusé d'être de connivence avec ses patrons qui utilisaient de la main-d'œuvre esclave. 6 mois plus tard, Marilla et Guillermo se sont mariés, et Lucida et Dante sont devenus frères et sœurs. Les 2 jeunes gens sont entrés dans la même université. Depuis, Dante s'occupe de Lucida comme avant, comme un frère qu'il s'est longtemps considéré comme tel. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.